Les Congolais demandent maintenant à la France de sanctionner le Rwanda. Comment vous allez demander à la France de sanctionner le Rwanda? Parce qu'il faut comprendre ici que le support de la France au Rwanda, c'est pas seulement un support politique. Quand vous êtes en train de parler des guerres économiques, vous êtes en train de parler des entreprises. Ça veut dire qu'au Rwanda, il y a des entreprises européennes, des entreprises françaises qui sont en train de faire le business. La politique de la France peut changer, mais ce n'est pas nécessairement ça qui va impacter les entreprises. Les Congolais doivent comprendre que les entreprises et les gouvernements sont deux choses différentes. Dans les pays organisés, c'est même les entreprises qui sont en train de dicter les gouvernements à travers les lobbies. Ici aux États-Unis, le gouvernement fait pratiquement tout ce que les entreprises veulent. Le peuple américain se plaint. Ils se plaignent qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent pour leur salaire. Ils se plaignent que leurs student loans sont leur vie est chère et toutes ces histoires. Mais les entreprises, à travers leur lobby, les CEO et tout ça, ils sont en train de gagner beaucoup de bénéfices en termes de lois, en termes de toutes ces histoires. Donc les entreprises dans un pays, c'est ça qui pousse vraiment, qui influence la politique. Et ça, c'est un message très important pour les entrepreneurs africains et congolais. Parce que normalement, si vous êtes des vrais entrepreneurs, vous devriez être en mesure de pouvoir vous associer entre vous, créer des histoires comme la FEC et des histoires comme ça. La FEC, c'est Fédération des entreprises congolaises. C'est un lobby en fait. Et ce lobby-là, à l'intérieur, les entreprises qui se trouvent dans ce lobby ne peuvent pas se plaindre parce que vous devez être en mesure de cotiser et d'influencer les politiciens. Mais comment se fait-il que les expatriés viennent dans vos pays, ils gagnent les marchés, les partenaires viennent dans vos pays, ils gagnent les marchés, et vous avez des entreprises, vous avez des organisations, des entrepreneurs congolais, et vous n'arrivez même pas à gagner ces marchés, vous vous plaignez. Vous ne devez pas vous plaindre, vous êtes les entrepreneurs, c'est vous qui êtes le lobby. Vous devez influencer les députés. Les partenaires payent les députés, vous donnez plus. Les partenaires, les expatriés essaient d'influencer les députés. Vous, votre organisation, vous donnez encore plus. Mais regardez ce que se fait en République démocratique du Congo. Même l'organisation de la FEC, vous avez mis tous les expatriés à l'intérieur et l'organisation elle-même travaille même pour les intérêts des expatriés. Et vous avez des Congolais dans cette même organisation qui n'ont pas de marché. Ils sont des entrepreneurs qui ne gagnent pas de marché, mais ils font partie de la FEC. Comment expliquer ça? Ça, c'est la responsabilité congolaise. Ça n'a rien à voir avec la France, ça n'a rien à voir avec le Rwanda, ça n'a rien à voir avec les pays occidentaux. Donc, quand vous, les Congolais, vous êtes en train de dire à Macron de sanctionner le Rwanda, vous devez comprendre que Macron doit partir et dire aux entreprises françaises que soit vous ne faites plus le business avec le Rwanda, et que vous quittez le pays, ou bien ils doivent les sanctionner d'une manière ou d'une autre. Donc vous allez dire que soit vous ne faites pas le business là-bas, ou bien si vous faites le business là-bas, nous on va vous empêcher de faire certaines choses. Ça s'est fait aux États-Unis, parce que les États-Unis sont en compétition avec la Chine. Et ce que les Américains ont dit est que tous les Américains qui sont en Chine, qui sont dans le domaine des semi-conducteurs, que ce soit les entreprises, il y a beaucoup d'entreprises américaines, oui, beaucoup de gens croient que la Chine est la Chine, à cause de la Chine. Non, il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup d'entreprises américaines qui sont en Chine, qui sont en train de contribuer au développement de la Chine. Et ces entreprises sont très puissantes en Chine aussi. Et c'est que les Américains ont dit, ils ont dit pour sanctionner la Chine, pour permettre, pour que la Chine ne se développe pas assez rapidement, parce que la Chine est en train de penser à vraiment développer son armée. Je crois qu'ils parlent d'un budget maintenant de 7% de leur GDP va partir dans l'armée. Et l'Amérique voit ça comme un danger, parce que si vous continuez à permettre qu'ils aient des semi-conducteurs et tout ça américains, parce que le semi-conducteur, c'est une technologie américaine. Malgré que ce n'est pas l'Amérique qui fait le travail d'assembler toutes ces histoires, ça se fait en Taïwan et tout. La technologie, le patent, ça appartient aux Américains. Donc les Américains peuvent sanctionner toutes les entreprises de semi-conducteurs qu'ils veulent dans n'importe quel pays. Parce que tous les updates, toutes les nouvelles technologies, ça vient d'eux. Ils ont la connaissance. Vous êtes là seulement pour assembler tout. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important, c'est damaging à l'économie de la Chine.
Et les experts disent même que la Chine, à cause de cette décision des États-Unis, ça va faire vraiment plomber leur industrie de semi-conducteurs. Eux-mêmes, ils ont des semi-conducteurs chinois, mais c'est pas vraiment, leur capacité ne permet pas vraiment de faire certaines choses que les semi-conducteurs américains permettent de faire. Donc les États-Unis ont dit, pour un peu faire un peu des damage à la Chine, ils ont dit à tous les entrepreneurs qui sont en Chine, à toutes les compagnies qui sont en Chine, qui sont américaines, de rentrer aux États-Unis. Et si vous ne le faites pas, on va vous arracher votre citizenship, on va vous arracher toutes ces histoires. Et overnight, comme ça, vous avez vu l'industrie chinoise de semi-conducteurs a directement chuté. Et les experts disent que ça, ce qui s'est passé, c'est carrément une bombe nucléaire économique que les États-Unis ont lancée à la Chine. Parce que l'impact que ça aura sur l'économie chinoise en termes de développement de leur secteur de technologie, ça sera vraiment très grave et ça sera pendant... Ils auront un retard peut-être de 10 ans qu'ils devront rattraper à cause de ces décisions. Donc vous êtes en train aussi de demander, quand vous dites que Macron sanctionne le Rwanda, en fait, vous n'êtes pas en train de dire à Macron de sanctionner le Rwanda. Vous dites à Macron de sanctionner les entreprises européennes et les entreprises françaises qui sont en train d'opérer au Rwanda. Macron lui-même risque de perdre son support en Europe parce que ces entreprises paient aussi pour son parti politique, pour son soutien politique. Donc, ils doivent regarder en termes de stratégie. Mais comme je vous disais, Macron vient en position de faiblesse parce que l'opinion publique européenne veut aussi que les gens cessent de dealer avec le Rwanda parce que de plus en plus, les gens commencent à remarquer que le Rwanda est le problème. Et cette opinion publique, ce n'est pas une opinion publique qui va s'arrêter aujourd'hui. L'année prochaine, ça sera plus. Donc, au fur et à mesure qu'on continue, l'opinion publique sera de plus en plus contre le Rwanda si le Rwanda continue à supporter les terroristes. Donc, ça, c'est quelque chose qui ne va pas changer et la France est consciente de ça. Donc, elle est obligée de quitter le Rwanda et d'investir en République démocratique du Congo. Maintenant, comment le faire ? Macron dit qu'ils vont d'abord mettre ce processus-là de paix en marche de Nairobi. Un processus, moi je suis contre ça, je trouve que ça va résoudre aucun problème. La solution pour moi, c'est l'armée congolaise, investir dans l'armée congolaise et que l'armée congolaise puisse assurer la sécurité du territoire. Vous travaillez avec les Français au point de vue militaire, faites des coopérations, formez les militaires. Vous voyez en Ukraine là-bas, ils forment les militaires. Après 6 mois, 3 mois, vous avez des nouveaux bataillons et tout ça. Donc en moins d'une année, les Français en coopération avec les Congolais, vous pouvez former vraiment un bon bataillon ou bien des militaires vraiment très bien formés et bien équipés pour aller vous battre. Donc le problème du M23 là, c'est un faux problème, c'est un problème qui peut être résolu comme ça si les Congolais prennent seulement responsabilité de leur destin. Donc ça, c'est un peu la situation qui se trouve avec les intérêts de Macron au Rwanda et en République démocratique du Congo. Ça sera difficile pour lui de dire seulement je vais sanctionner. Comme je disais, ce qu'il dit est qu'on va mettre ce processus de paix à Nairobi parce que tout le monde s'est entendu sur ça. Ce qu'il a envie de prouver aux entreprises françaises est que le Rwanda est in fact le problème. Il dit qu'on met ce processus de paix et nous tous on va observer, on va voir qui est contre ça. Et que petit à petit, les personnes qui sont contre ça ou bien qui travaillent contre ce processus de paix seront identifiées. Et tout le monde pourra savoir que c'est cette personne qui fait ça. Et quand cette personne sera identifiée, c'est là maintenant que cette personne va subir maintenant la sanction de l'histoire. Et la sanction de l'histoire ici, c'est, vous allez comprendre Kadhafi, vous allez comprendre Saddam Hussein, vous allez comprendre Mobutu. Donc quand vous êtes en train de subir la sanction de l'histoire, ça veut dire que l'histoire n'est plus de votre côté. Avant, le Rwanda avait beaucoup de sympathisants parce qu'ils avaient traversé une période difficile. Et maintenant, quand l'histoire commence à vous sanctionner, c'est-à-dire que l'opinion publique commence à changer en faveur des autres, ça devient maintenant très difficile pour vous. C'est pratiquement la fin de votre régime. Donc le Rwanda aussi a un choix vraiment très important à faire, mais eux, ils sont dans leur logique. Et dans leur logique, la seule façon de perdre le pouvoir, c'est à travers la guerre. Donc le peuple congolais aussi, le gouvernement congolais, doit déjà penser à la guerre et ne pas seulement penser à cette diplomatie-là que moi, je pense, ne va rien apporter. Mais au moins, c'est ça le processus que Macron est en train de mettre devant.
C'est ça, il donne sa parole à ce processus-là. Et de ce point de vue, je n'ai pas de problème. Je ne suis pas d'accord avec cette stratégie, mais je comprends la stratégie. Donc, si c'est ça qu'ils ont envie d'essayer, si tout le monde... Et cette stratégie va seulement marcher si tout le monde est honnête. Et moi, je n'ai pas vraiment confiance au pays de l'EAC. Je crois qu'ils sont là pour piller, je crois qu'ils sont là pour leurs intérêts. Et je ne crois pas qu'ils vont faire quelque chose de bon dans tout ça. Mais ça va faire maintenant que Macron sera mis devant une situation où il devra prendre une décision. Et la décision devra être contre le Rwanda parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre la République démocratique du Congo. Donc ça, c'est un peu la situation qui est en train de se dérouler en termes des intérêts. Macron est là pour protéger les intérêts de la France. Oui, ils peuvent sanctionner, mais la sanction doit avoir une certaine logique. Parce que ce n'est pas seulement une décision du gouvernement de dire qu'on va sanctionner le Rwanda. Parce qu'en réalité, vous êtes en train de sanctionner les entreprises européennes qui sont en train de gagner de l'argent au Rwanda. Donc ça, c'est quelque chose que les Africains doivent comprendre, que ce n'est pas facile d'implémenter des sanctions comme ça. C'est facile peut-être de faire ça avec la Russie parce que tous ces pays européens sont soutenus par les États-Unis. Ils vont vous dire n'achetez pas là-bas en Russie, nous on va vous fournir ça. Mais si vous dites aux pays, aux entreprises européennes de ne pas faire le business au Rwanda, où ils auront leur coltan pour faire leur iPhone, où ils auront toutes ces histoires sans présence en République démocratique du Congo. Ce sera presque impossible pour eux, c'est carrément la faillite. Et ça, c'est quelque chose que la France ne peut pas permettre. Elles peuvent permettre maintenant, over time, que ces entreprises puissent s'installer à partir de leur nouveau partenariat en République démocratique du Congo. Et à partir de là, quand vous signez vos partenariats, vous pouvez maintenant quitter le Rwanda sans pourtant infliger beaucoup de pertes aux entreprises européennes. Donc c'est un peu ça l'idée dans tout ça, quand vous êtes en train de parler en termes d'intérêt de la France et les sanctions qu'elle doit imposer au Rwanda. Alors maintenant, ça nous emmène à la situation de Fally. Fally Ipupa, c'est un artiste africain très populaire en Europe, en Afrique, en République démocratique du Congo. Et ici, le commentaire que j'ai envie de faire sur la situation de Fally, c'est parce que beaucoup d'Africains ont parlé de ça. D'autres pensent que normalement, Macron est allé en République démocratique du Congo, il part à Bandal, il est en train de boire de la bière. D'autres disent qu'il ne doit pas boire pourquoi il boit de la bière en Afrique quand il part dans d'autres pays, tout ça. C'est une mauvaise image qu'on donne à l'Afrique, blablabla, à la République démocratique du Congo. On dit que c'est un pays d'ambianceurs et toutes ces histoires. Et lui, il part en République démocratique du Congo, il est en train de jouer sur ça, sur l'ambiance et tout ça pour faire son marketing. Donc ça, c'est l'intérêt français. Je n'ai pas de problème dans tout ça. Si Macron veut partir à Bandal, il peut partir à Bandal. S'il veut partir n'importe où, il a le droit de faire ce qu'il veut. Il y a des présidents qui partent dans les lacs, il y a des présidents qui partent partout. Le seul problème que moi j'ai avec cette situation-là, c'est la présence des officiels congolais à cet endroit-là où Macron s'est trouvé. Surtout quand vous avez le ministre de Communication, Patrick Mouyaya, en train de faire des selfies avec Macron à Bandal. C'est ça le problème que moi j'ai, parce que le Congo est maintenant en période de guerre, malgré qu'ils n'ont pas déclaré la guerre, et ça c'est quelque chose encore, l'incohérence que Macron est en train de parler. Comment vous dites que vous êtes en guerre avec le Rwanda, et vous n'avez pas votre pays maintenant n'est pas en état de guerre? L'Assemblée nationale n'a pas passé une résolution qui dit que le Congo aujourd'hui est en état de guerre. On dit qu'on est en état, c'est quoi, l'état de siège, mais on n'est pas en état de guerre. Donc on n'est pas dans une logique de guerre en République démocratique du Congo. On n'est même pas dans une logique de sanctions. Je vous parlais des sanctions aux compagnies européennes. Comment expliquer que vous, les Congolais, vous êtes en train de demander des sanctions de la part de la France, comment se fait-il que vous-même, les Congolais, vous n'avez pas sanctionné le Rwanda? Vos frontières avec le Rwanda sont ouvertes, les Rwandais viennent, ils partent, ils font le business comme ils veulent. L'ambassade du Rwanda à Kigali et à Kinshasa est ouverte. Vous dites seulement que vous n'êtes pas en train de parler, mais vous laissez les ambassades ouvertes. Si vous n'êtes pas en train de parler, fermez les ambassades. Rwandair est en train de passer sur le territoire congolais pour partir dans plusieurs destinations. Comment vous n'avez pas pu sanctionner le Rwanda dans tout ça? Vous croyez qu'il y a des avions ukrainiens aujourd'hui qui sont en train de voler au-dessus de la Russie? Vous croyez qu'il y a des avions russes aujourd'hui qui sont en train de voler au-dessus de l'Ukraine? Ces histoires-là ne se font pas. Vous êtes en conflit avec d'autres pays. Comment se fait-il que vous n'avez pas sanctionné le Rwanda? Et quand on vous dit maintenant de sanctionner le Rwanda, de fermer vos frontières, ils utilisent la même raison, la même excuse que je suis en train de vous dire sur Macron.
La raison, l'excuse que les autorités congolaises sont en train d'utiliser est que on ne peut pas fermer nos frontières parce qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui travaillent au Rwanda. Il y a beaucoup des Rwandais qui travaillent, qui font des activités en République démocratique du Congo. Donc vous êtes en train de donner les mêmes excuses que Macron va donner pour les entreprises européennes. Il y a beaucoup d'entreprises européennes qui gagnent de l'argent à Kigali et vous voulez que moi je les sanctionne. Tout le peuple qui est en Europe là-bas, qui vont perdre leur boulot, c'est vous qui allez les trouver, les boulots. Comment vous ne le faites pas dans vos pays, mais vous voulez que la France le fasse? C'est ça l'incohérence, c'est de ça que Macron est venu parler. Et c'est ça que j'ai aimé avec la visite de Macron, parce qu'il a vraiment dit ça directement à tous les Africains. Mais malgré ça, les Africains n'ont pas compris. C'est pour ça qu'il était important quand même que je fasse une émission comme ça, pour pouvoir parler un peu de ce que le message de Macron, si vous n'avez pas compris certaines choses. Vous êtes là, vous êtes toujours dans une politique où vous êtes en train de dire des histoires, mais concrètement, ce que vous faites est vraiment contraire à ce que vous dites. Et c'est ça le problème avec la République démocratique du Congo. Les autorités d'autres pays ne prennent pas le Congo au sérieux. Comment moi je peux sanctionner mes entreprises au Rwanda tant que je suis en train de dealer avec des autorités congolaises qui ne sont pas sérieuses? Montrez-moi un peu de sérieux et moi je serai en mesure de vous accompagner. Vous me dites que je dois sanctionner le Rwanda, mais vous-même, comment vous n'avez pas sanctionné le Rwanda? Vous me dites que moi, je dois faire la guerre avec le Rwanda, vous fournir des armes, mais pourquoi vous-même, vous ne demandez pas des armes pour aller vous battre contre le Rwanda? Pourquoi l'Ukraine demande des armes aux autres et vous ne demandez pas des armes? Vous demandez seulement des sanctions. Si vous demandez des sanctions à la France, vous aussi sanctionnez. Pourquoi vous ne sanctionnez pas le Rwanda? Donc c'est cette incohérence-là des autorités congolaises, des autorités africaines, qui est vraiment... Et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'influenceurs en Afrique qui poussent ce message-là jour et nuit. Il y a des gens qui parlent, vous avez des gens... Bon, je n'attaque personne ici. D'abord, je vais dire que je ne suis pas là pour attaquer les influenceurs africains et tout ça. Ici, on est en train de parler on est en train de débattre sur la perspective, sur les opinions. Donc, on débat seulement sur les opinions, il n'y a pas d'attaque personnelle. Vous entendez les Foka, vous entendez comment elle s'appelle, Nathalie Yam, vous entendez beaucoup de panafricanistes qui sont en Afrique, vous entendez... tous ces gens sont toujours en train de blâmer la France. Il y avait toute une conférence où Macron était là, où il y avait des Africains qui parlaient la relation entre la France et l'Afrique, c'est une marmite, la marmite elle est sale, toutes ces histoires, ces influenceurs-là, quand ils se réveillent le matin, la première chose qu'ils tapent sur leur Twitter, c'est la France. La France a fait ça. Mais eux-mêmes, ils vivent dans des pays où il y a des dictateurs, il y a des corrompus, il y a toutes ces histoires, et ils ne parlent pas de ça. Au fait, vous êtes en train le message que les autorités, ce paternalisme-là que les autorités africaines sont toujours en train de demander de l'argent, de l'aide aux Occidentaux comme des petits-enfants, vous aussi, vous êtes en train de fuel, en tant qu'influenceur, vous êtes en train de fuel ce message, vous êtes en train de mettre de l'huile dans ce message, vous êtes en train de mettre de l'huile sur le feu. Donc ça, c'est un peu quelque chose que les Africains doivent arrêter de faire. Arrêtez de pousser ce message-là que tous les problèmes africains viennent des Occidentaux. Regardez-vous et regardez tout ce que vous êtes en train de faire. Alain Foka a fait une émission où il parlait avec un président. Le président est aussi en train de lui dire que la France nous a promis de l'argent. Et jusqu'aujourd'hui, on est en train d'attendre cet argent et cet argent n'est pas venu et notre peuple est en train de payer toutes ses conséquences. Il y a d'autres dirigeants qui ont dit qu'à cause de ce que vous avez fait avec Kadhafi, ça crée maintenant du désordre dans la région et aujourd'hui notre pays est attaqué, notre pays est en insécurité. Ça vient de la chute de Saddam Hussein. Parce que la chute de Saddam Hussein a eu pour conséquence la naissance de l'État islamique. C'est d'ailleurs pour la plupart des cadres de l'armée de Saddam Hussein qui ont animé et qui continuent à animer l'État islamique. Et enfin, pour revenir au Sahel, la chute de Kadhafi a amplifié des menaces qui existaient déjà, puisqu'on sait que le terrorisme était déjà en Algérie, il y avait déjà une présence terroriste au nord Mali, il y avait une présence des organisations criminelles de trafic de drogue dans tout le Sahel, mais toutes ces menaces-là ont été amplifiées par la chute de Kadhafi. Et comme l'a dit le président Déby, nous
nous indexons la gouvernance politique mondiale. Il y a des décisions qui sont prises sans nous. La décision d'intervenir en Libye, nous l'avons apprise à la radio. Or, aujourd'hui, c'est nous... Oui, mais il y a quand même quelques chefs d'État africains qui y ont participé et qui étaient d'accord pour cette intervention. C'est nous qui en subissons les conséquences. Moi, je parle au nom du Niger. Je n'ai pas été consulté. Or, je suis frontalier avec la Libye. Et aujourd'hui, je supporte les conséquences, toutes les attaques, tous les morts que j'enregistre chaque jour, des militaires, des civils au Niger. C'est une des conséquences de cette décision qui a été prise en Libye. Maintenant, il faut trouver des solutions. On va parler des solutions dans un instant, mais on essayait de faire un état des lieux. Et là, je me tourne vers le président Tshisekedi. Vous n'êtes pas voisin de la Libye. Pourtant, votre pays, depuis les indépendances, 5 jours seulement après les indépendances, a commencé à connaître la violence. Comment expliquer dans votre cas que jusque-là, 60 ans quasiment après, on soit toujours dans une situation sécuritaire instable? Il n'y a pas eu que de l'instabilité. Il y a eu des périodes d'instabilité, en réalité. Il y a eu la première instabilité due au conflit post-indépendance. Là, on pourrait plutôt voir la main du colonisateur qui, non content d'être parti dans ces circonstances-là, a quelque part un petit peu manipulé les choses. Ajouter à cela l'immaturité, j'allais dire, de la génération de l'époque, ça il faut l'avouer. Ils venaient d'avoir l'indépendance, de se libérer du joug colonial, et donc il n'y avait pas assez d'expérience politique. Le réflexe tribal aidant, plus un peu de manipulation, cela a donné ce que nous connaissons, que nous avons déploré. Puis ensuite, il y a quand même eu une période d'accalmie. Accalmie obtenue quand même, disons-le, par une méthode forte. Sous Mobutu. Mais malheureusement, cette gestion, disons-le, du régime Mobutu a provoqué une sorte d'instabilité post-Mobutu à cause de son émission dans certaines façons de faire dans les pays voisins. Donc je pense à l'Angola, où nous avons, sous le Zaïre de l'époque, avait soutenu une rébellion qui a été très sanglante d'ailleurs de Jonas Savimbi. Je pense au Rwanda, où les affinités entre le défunt maréchal Mobutu et le défunt président Juvenal Habyarimana ont eu des conséquences sur la période d'après le génocide. Et donc voilà, je pense qu'il y a eu comme ça aussi un peu de cette responsabilité. Donc le Congo en lui-même ne porte pas en lui donc des germes d'autodestruction ou de guerre, d'instabilité. Cette instabilité s'est invitée chez nous, un petit peu aussi à cause de nous, mais surtout par le fait évidemment de ces groupes armés. Rarement on entend dire à cause de nous, c'est généralement les autres. J'ai envie de dire, là j'ai 3 chefs d'État ici, on va parler franc, très très franc. Si on devait vous dire quelle est votre part de responsabilité dans ce qui se passe, bien sûr on va évoquer la responsabilité des autres puisque vous avez commencé à en parler. Mais si je me tourne vers le président Déby, j'ai dit votre pays connaît cette situation sécuritaire difficile depuis des années. Si vous deviez dire notre part des responsabilités, ce serait quoi? Que n'avez-vous pas fait pour qu'il y ait ce djihadiste chez vous, pour qu'il y ait cette instabilité? Je pense que vous me posez une question qui va sortir en dehors du sujet auquel nous traitons. Vous voulez que je parle de l'histoire, en fait, disons, des événements que le pays a connus. C'est que je vous parle encore du raccordement frauduleux, de cause and effect relationship. Le fait que la Libye est tombée et que la Libye s'est déstabilisée et toutes ces histoires ne veut pas dire que c'est à cause de ça que votre pays aussi est en insécurité. Ça ne veut pas dire que parce que la France a fait tomber le leader libyen, a fait tomber d'autres personnes, ça ne veut pas dire qu'ils ont contribué aussi à l'insécurité de votre pays. Quand vous êtes en train de parler en termes de cause and effect, ça ne matche pas. Il n'y a pas de cohérence dans tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de pays dans la région qui n'ont pas été impactés par ça. Vous avez des pays, il y a l'Égypte, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas été impactés par ça. Et la raison pour laquelle ils n'ont pas été impactés par ça, c'est parce que ces pays sont souverains.
Ces pays ont protégé leur territoire. Ces pays sont capables de se protéger. Vous n'êtes pas capable de vous protéger. Vous n'avez jamais construit vos armées, vous n'avez jamais construit vos administrations, vous avez toujours été corrompus. Et quand il y a le désordre en Libye, ça entre facilement chez vous. Même chose en République démocratique du Congo. Vous n'avez jamais eu votre souveraineté administrative, sécuritaire, militaire. Quand il y a un désordre au Rwanda, ça entre directement chez vous. Il y a un désordre au Burundi, au Soudan, ça entre directement chez vous. Et vous ne pouvez pas être là un président africain et vous dites que tout ce que vous êtes en train de faire autour de nous, c'est ça qui est en train de causer le désordre chez nous. Vous êtes le président d'un pays souverain. C'est vous qui êtes en charge de votre pays. C'est vous qui devez protéger votre territoire. Et quand on vous promet des histoires et que les promesses ne viennent pas, c'est à vous de décider de faire autrement. La Russie a toujours existé, la Chine a toujours existé, la Turquie a toujours existé. Pourquoi aujourd'hui, maintenant qu'il y a la guerre en Ukraine, vous décidez de regarder vers la Russie et avant qu'on était en train de vous promettre de l'argent sur vos forêts, vous n'avez jamais regardé et que vous n'avez pas reçu cet argent, vous n'êtes pas parti autre part. C'est parce que c'est ça exactement le problème avec les dirigeants africains. C'est cette incohérence-là que tout le monde regarde et ils disent que l'Afrique n'est pas sérieuse. Ça, c'est quelque chose qu'on doit changer complètement. Donc, je rentre maintenant dans le rôle des influenceurs et c'est ici même que je veux partir sur une émission que j'ai suivie entre Philippe Simon et Patrick Mbeko. Philippe Simon, c'est un entrepreneur. Patrick Mbeko, c'est je ne veux pas dire un YouTuber, mais c'est il parle de la politique, un rechercheur politique, un écrivain. Il a écrit quand même assez de livres. Bref, c'est quelqu'un qui se connaît dans la diplomatie, la politique et tout ça. Donc, Patrick, vous avez un entrepreneur qui est en train de parler à quelqu'un, un politologue, je ne sais pas comment vous appelez ça. Dans leur discussion, c'est une très bonne émission. J'apprécie les deux d'ailleurs parce qu'ils ont une approche technique. Et moi, ce que j'aime, c'est toujours des gens qui ont des approches techniques. Même si je ne suis pas d'accord avec Patrick Mbeko, même si on n'est pas d'accord sur nos perspectives. Peut-être lui, il voit des choses d'une façon et moi, je vois les choses d'une autre. Donc, on peut débattre sur ça. Mais je ne veux pas dire que ce que lui, il a dit, c'est faux. Donc, c'est la même chose aussi avec Philippe Simon. C'est un entrepreneur. Il fait tout ce qu'il fait. Very successful dans tout ce qu'il est en train de faire. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. Et d'ailleurs, des émissions comme ça, on doit en avoir plus entre les Africains pour avoir quand même cet échange d'idées. Dans cette émission, maintenant, ils étaient en train de parler de la situation avec Fally Ipupa. Ça nous amène maintenant dans le dernier point que j'étais en train de vous dire. Dans cette situation maintenant, Patrick Mbeko est en train de dire que Fally pratiquement est un pion. Fally a été utilisé, Fally ne sait pas ce qu'il fait, Fally ne fait pas ça. De l'autre côté, Philippe Simon est en train de dire que pourquoi Macron vient et boit seulement en Afrique, pourquoi il fait ça. Bref, ça donne une mauvaise image de l'Afrique. Donc, on voit Fally Ipupa avec le président français en train de boire une bière. Je précise déjà que il ne buvait pas une bière africaine, il buvait une Castel, c'est très important, marque française. Castel qui est responsable de propriétaire de la plupart des brasseries dans nos pays. Qu'est-ce que toi tu vois dans ça? Est-ce que c'est une volonté pour le président français d'être proche du peuple, de montrer qu'il est relax? C'est quoi l'intérêt de cette scène-là? Et puis on a Fally Ipupa qui est... c'est quoi, il veut montrer aux gens qui peuvent aller le président français boire au bar? Bon. Il aurait pu l'amener dans un concert, dans un musée, dans un truc artistique. Pourquoi l'amener boire la bière au quartier? Est-ce que c'est pas aussi pour véhiculer un cliché de l'Africain qui, lui, va... On n'a jamais vu Macron aller boire la bière aux États-Unis, en Russie, au Canada ou ailleurs. La politique au plus haut niveau n'est pas un jeu pour des esprits étroits. À ce niveau de la politique, il arrive souvent que les acteurs eux-mêmes ne comprennent pas leur rôle dans le scénario, dans le jeu auquel ils assistent, dans le film dans lequel ils participent. Pourquoi je dis ça? Oui, Macron veut montrer qu'il est proche du peuple africain. On utilise l'image de Fally. Pour moi, Fally a été un instrument. Et en relations internationales, il ne faut jamais oublier la puissance de ce qu'on appelle le soft power. Les Américains sont les champions, les Anglo-Saxons sont très bons là-dedans. Allez dans les pays d'Afrique subsaharienne francophone, on va vous dire que souvent les ambassadeurs vont parler avec les jeunes dans la rue,
vont sortir, ils vont participer à des trucs. Vous pensez que c'est pour les beaux yeux des Africains? Ils sont formés pour ça. Et ce petit jeu-là leur permet de comprendre beaucoup de choses, de l'environnement social, de l'environnement politique. Ils peuvent, à travers cette action-là, pêcher des poissons qui vont devenir, en fait, leur correspondre dans leurs sources, dans certains milieux sociaux, tout ça. Donc, il faut faire très attention. Au Congo, il y a toute une polémique. Je comprends les partisans de Fally Ipupa qui disent que oui, il fallait inviter Macron. Vous pensez que Fally peut inviter Macron? Vous croyez ça, vous? Vous oubliez que Fally était dans la salle à l'Élysée lorsque Emmanuel Macron présentait son projet, là, sa nouvelle approche. Oui, ils se sont vus il y a quelques jours, là. Il était là. Donc, Fally a été invité par les équipes d'Emmanuel Macron. Il y a des gens qui l'ont identifié comme étant un agent d'influence dans son pays, compte tenu de de sa notoriété. C'est un artiste très connu, qui fait de la bonne musique, que nous aimons beaucoup, que j'aime beaucoup moi-même aussi. Et là, on lui faisait jouer un rôle. Et c'est pour ça que j'ai dit la politique au plus haut niveau n'est pas un jeu pour les esprits étroits, parce qu'on peut te faire jouer un rôle sans que tu ne t'en rendes compte. Toi, tu sors avec Emmanuel Macron dans un maquis de Kinshasa à Bandal, tu dis, bon, voilà, tu montres à tes adversaires que toi, tu côtoies le président français. Le président français, c'est ton ami? Non. Toi, tu joues un rôle. Lui, c'est un politicien. Toi, tu es un artiste musicien. Il te fait jouer un rôle. Et c'est ce qu'on n'a pas compris. Moi, quand j'ai vu toute la polémique en RDC, je me suis dit, malheureusement, quand on manque de conscience politique et de conscience historique, on se fait avoir. Tu sais, Philippe, si tu permets, en 2014, lorsque la rue Burkinabé, lorsque les jeunes Burkinabés sont descendus dans la rue, je regardais ça et j'avais été interviewé, j'étais à Paris, et j'avais dit, mais je regarde ce truc-là, avec les informations qui nous parviennent, j'ai comme l'impression que les Américains vont reprendre la main. Les gens exagèrent, ils donnent des théories de complot. Puis Zida arrive au pouvoir. Et puis après, les gens apprennent que Zida a été formé où? Par les Américains. Et puis après, les gens se rendent compte que la situation socio-politique et sécuritaire ne s'améliore pas. Je peux donner le même exemple du printemps arabe. Quand je dis, mais ces jeunes-là ne comprennent pas dans quoi ils sont. Eux, ils sont filmés par des chaînes de télé occidentales, ils se disent, oui, ils jouent un rôle, ils se prennent de sérieux, alors qu'on leur fait jouer un rôle. Bref, c'est pour dire qu'il faut avoir une conscience politique et historique à sécurité pour comprendre certaines choses. Oui, Macron était dans son rôle, il aime bien ça, c'est pas la première fois. Vous avez vu les images de Macron avec les gays, non? Je ne sais plus c'était dans quel coin, c'était, je crois, dans l'une des... Oui, il y avait même eu des images. Oui, c'était à l'Élysée d'ailleurs. Je crois que c'était à l'Élysée. Il avait fait exactement. Il y a un peu... parade, oui. Exactement, il y a un peu ce côté-là avec Macron, mais au-delà de ça, il faut toujours inscrire la démarche, inscrire l'événement dans une dynamique. Macron n'est pas venu en RDC pour le buzz des Congolais. Il veut repositionner les intérêts français dans des pays qu'il a visités. Alors, quand ils vont dans la rue, qu'est-ce qui reste dans la tête du petit peuple? Des gens qui l'ont vu, des gens qui vont regarder ça, au-delà de la polémique. Ah, mais Macron est venu, hein? Ah, il est quand même sympathique. On surfe sur des trucs comme ça. C'est subtil parce que ça reste dans la tête. Lisez les travaux sur la soft power, les travaux académiques, on va vous dire. C'est d'ailleurs l'une des approches qui a été beaucoup utilisée par les services de renseignement américains, la CIA particulièrement. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ces choses-là. Il faut arrêter d'être naïf. Il y a des gens qui regardent. Moi, j'ai regardé le débat chez nous. Je me suis dit, mais les Congolais ne comprennent même pas l'importance de leur pays dans l'échiquier, dans le grand jeu des grandes puissances. Ils ne comprennent même pas l'importance, la place que tout leur pays aux yeux de beaucoup de puissances, des grandes et des moyennes puissances. La France est une puissance moyenne, bien entendu, mais elle doit avoir sa place dans cette région de Grand Lac dont elle a été chassée en 1994, après le génocide au Rwanda, puis en 1997, après la neutralisation de Mobutu. Par qui? Par l'équipe Kagame et les anglo-saxons. Donc tout ça, il faut comprendre ça. Et quand Macron descend dans la rue avec Fally, il donne l'impression à Fally que c'est Fally qui, voilà, et Fally, en fait, dans ce truc-là, c'est un figurant qui ignore son rôle. C'est comme dans un film. Vous savez, quand vous regardez un film, la seule personne, pendant le tournage d'un film, qui connaît la fin du film, c'est celui qui a écrit le script et puis le réalisateur. Le réalisateur, oui. L'acteur principal ne sait même pas comment le film va finir. Il joue le rôle d'acteur principal. Il ne sait même pas comment le film va finir. Seul le réalisateur et celui qui a écrit le film, l'histoire du film, ce sont les deux-là qui savent comment le film finit. Mais tous ceux qui jouent dans le film, y compris l'acteur principal, celui qui tue tous les méchants, il ne sait même pas comment le film va finir.
Donc, si le réalisateur décide que lui va mourir dans le film, il va mourir dans le film. Voilà, c'est la même chose. C'est souvent la politique au plus haut niveau, c'est comme ça. On vous fait jouer des rôles qui vous échappent. C'est comme, permettez-moi de donner l'exemple de la guerre en Ukraine. Quand vous voyez un type comme Zelensky, le type est un vrai comique. Il se prend au sérieux. Autour de lui, il y a près de 150 communicants anglo-saxons. Il se prend au sérieux. Mais tout le monde sait que le jour où les Américains vont dire, bon, c'est fini, là, la blague, c'est fini. Tout ce qu'on a fabriqué autour de lui va s'effondrer. Puisque ce sont les Occidentaux qui l'ont créé. C'est une créature médiatique occidentale. Et particulièrement anglo-saxonne. Donc, au niveau de la politique, pour être court, là, c'est ça. Fally, moi j'aime beaucoup Fally, c'est un artiste talentueux, mais il doit avoir une conscience politique, une conscience historique pour ne pas se faire avoir comme ça. Moi, je connais la mentalité congolaise et quinoise. Ses partisans vont dire, oui, Fally c'est le meilleur, la preuve en est qu'il est avec Macron. Fally lui-même, il est content d'être là, il peut être fier d'être là, mais il doit comprendre une chose. Si on est allé le chercher, c'est parce qu'il est bon. En fait, il n'a pas besoin d'eux. Il reste Fally. Mais si on lui fait jouer un rôle, c'est parce qu'aussi il ne comprend pas l'importance qu'il a et le rôle qu'on lui fait jouer dans le film. Et voilà, parce qu'ils étaient deux au départ. Maître Gims aussi avait été appelé. Il a refusé de venir. Ah bon? Ah oui, Maître Gims avait été appelé aussi. Il a refusé de se prêter à ce jeu-là. Je crois que c'est vraisemblablement, lui, il évolue un peu avec les jeunes Africains en France. Il connaît la mentalité. Il sait, il n'a pas voulu qu'on lui fasse jouer un rôle dans ce grand jeu politique. Macronien dans ce grand jeu politique macronien en Afrique, il a compris très rapidement se retirer, ce qui n'a pas été le cas de Fally. On peut comprendre parce que Fally, intellectuellement parlant, bon, je dirais politiquement parlant, ce n'est pas quelqu'un qui est assez rodé. Donc, c'est pas son métier. C'est pas son métier, bien entendu. Donc, il appartient, et je profite de ton émission pour le dire, il ne faut pas qu'on envoie la Fally. Dans ce genre de situation, il faut appeler le frère pour lui expliquer, écoute, Fally, il y a des enjeux politiques importants. Fais attention qu'on ne te fasse pas jouer un rôle quelconque dans ce jeu-là. C'est la raison pour laquelle je ne fais pas attaquer moi personnellement. Partagez la vidéo à Fally, s'il vous plaît, pour qu'il vienne écouter le conseil de Patrick qui lui est donné. Ok. Au-delà de ça, le symbole, moi, ça m'a un peu gêné. Le symbole du président français qui vient boire une bière. Oui. Est-ce que c'est pas aussi pour véhiculer le cliché des Africains et l'alcool? D'abord, le point de Philippe Simon, je trouve que le point est faux. C'est une mauvaise lecture de la chose. Ici, aux États-Unis, pendant plusieurs années, le weed, le chanvre, le marijuana, était illégal. C'était illégal aux États-Unis pendant plusieurs années. Maintenant, c'est devenu légal. Et pendant les années où c'était illégal, tous les Américains ici, quand ils partaient en Europe, ils partaient toujours à Amsterdam. Et ils partaient à Amsterdam pour fumer le weed, parce qu'ils savaient que le weed là-bas était légal. Et beaucoup de gens partaient en Amsterdam seulement pour fumer le weed. Donc ça veut dire que le weed, c'est quelque chose que les Africains n'apprécient pas. Il y a beaucoup de gens en Europe aussi, dans d'autres pays qui n'apprécient pas. Mais c'est l'image que Amsterdam avait. Comment vous allez dire que ça, c'est quelque chose qui ne profite pas, ça donne une mauvaise image à Amsterdam, ça fait ça. C'est pas ça. Dans un pays, vous devez take advantage de ce que vous avez. Le Congo, ce qui fait la puissance du Congo, c'est sa culture. Et la culture congolaise, elle est ce qu'elle est. Il y a les mabanga dans les chansons. Vous êtes en train de louer les politiciens. Vous êtes en train de faire toutes ces histoires. Vous buvez la bière, vous fêtez. C'est ça la culture congolaise. C'est ça que beaucoup de gens apprécient sur le Congo. Vous n'avez pas besoin d'avoir honte de ça. Ça, c'est une puissance, c'est ça qui va vous ramener de l'argent. Si le Congo était intelligent, il devait construire toute une industrie autour de ça. Les gens normalement doivent arriver au Congo. Je vous dis qu'aujourd'hui, si le Congo était un pays vraiment d'ambiance, où le ministère de la Culture, le ministère de l'Urbanisme, tout ça avait investi de l'argent dans l'ambiance, tous les pays africains allaient commencer à partir à Kinshasa pour faire de l'ambiance. Et vous ne pouvez pas dire que c'est une mauvaise chose. Ça contribue au développement de votre pays, ça contribue au GDP. Il y a toute une industrie qui peut être créée derrière ça. Donc il n'y a rien de mal dans tout ça. Les Africains, vous devez voir les choses d'une façon différente. Et ça m'étonne que ça vienne d'un entrepreneur parce que, avec l'œil d'un entrepreneur, il doit voir quand même ça d'une façon différente et dire que
c'est une opportunité de business. Et c'est comme ça que tous ces pays voient ça. Ce n'est pas une mauvaise image. La mauvaise image du Congo à cause de l'ambiance et tout ça, c'est seulement une perception africaine. C'est parce que vous êtes là en train de fêter, mais vous ne prenez pas soin des autres responsabilités. C'est pour ça qu'il faut comprendre deux choses. Quand il y a les présidents du Kenya qui disent que les Congolais, là, ils sont des fainéants, ils font que boire, tout ça, et nous, on va aller là-bas, on va prendre leur lait et on va les vendre leur lait à eux-mêmes à des prix élevés et tout ça. Donc, c'est un peu pour vous dire que vous êtes toujours dans l'ambiance. Ça ne veut pas dire que votre ambiance est mauvaise. Ça ne veut pas dire que fumer à Amsterdam, c'est quelque chose de mauvais. Ça veut dire seulement que vous êtes toujours dans l'ambiance au lieu de faire d'autres choses. Si vous investissez dans l'ambiance et que dans les autres secteurs aussi, vous avez du sérieux, vous investissez dans l'éducation, tout marche bien, personne ne va parler. Le Congo sera le pays où tout le monde va partir. La chose qui ne marche pas au Congo, ce n'est pas l'ambiance. L'ambiance, c'est ça qui fait la force du Congo. La chose qui ne marche pas au Congo, c'est le fait qu'il y a l'ambiance. Vous n'investissez pas dans cette ambiance, donc c'est une ambiance vraiment désordonnée. Et à part ça, des autres côtés, vous ne faites rien. Votre ville est comme une poubelle, vos autorités, elles sont en train de rouler partout, ils voient tout ce qui se passe, ils ne font rien. Donc c'est un peu comme un pays où il n'y a que des enfants. Personne n'est là pour mettre la loi. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème de l'Afrique. Et c'est ça le problème du peuple congolais. Ça n'a rien à voir avec l'ambiance du Congo. Si l'ambiance du Congo était vraiment bien entretenue, moi j'allais partir au Congo là-bas avec mes amis américains, on allait aller là-bas, on allait fêter. Et beaucoup d'Américains allaient partir là-bas, ils allaient commencer à fêter. Parce que les gens aiment aller en vacances. Il y a beaucoup de pays où les gens partent en Jamaïque. Vous avez tous les festivals que les gens... Il y a des gens qui quittent le Caribana à Toronto pour partir seulement jusqu'en Haïti. Bon, pas Haïti, mais jusqu'au Jamaïque et tout ça. Et partir fêter là-bas. Bon, Haïti aussi avant, mais maintenant avec l'instabilité, c'est plus possible. Mais dans tous ces pays-là de l'Amérique latine, les gens partent là-bas pour fêter. Les gens connaissent le Brésil à cause des fêtes, à cause du football. Mais c'est pas que les gens disent que c'est une mauvaise image du Brésil, c'est une mauvaise image de ça. C'est parce que les autres secteurs du Brésil aussi, le gouvernement s'occupe de ça. Et quand je parlais de la présence de Patrick Muyaya dans cette ambiance-là, c'est parce que vous êtes dans un état de guerre. Macron, lui, il vient à Bandal pour ses intérêts. Il vient vous présenter un nouveau partnership. Il dit que Fally est une star au Congo. J'ai un nouveau partnership avec les Congolais. J'ai envie de changer l'image de la France avec le Congolais. Comment atteindre cet objectif? Tu regardes au Congo et tu identifies Fally. Et dans l'émission avec Patrick Mbeko a même parlé de ce point-là. Et il a raison. Si je suis Macron et j'ai envie de faire quelque chose comme ça en Afrique, je dois identifier avec qui je dois faire ça. Et Fally, c'est vraiment une des personnes parfaites pour jouer ce rôle-là. Mais où je ne suis pas d'accord avec Patrick Mbeko, il dit que Fally a été utilisé comme un pion. Et là, je ne suis pas d'accord. Et ça m'a étonné encore que Philippe Simon n'ait pas pu intervenir dans tout ça, lui qui est un entrepreneur. C'est parce que Fally aussi a des intérêts. Les Africains doivent arrêter de penser que tout est seulement politique politicienne. La société civile et tous ces gens-là aussi ont un devoir politique. Ils doivent contribuer à la politique de ces pays. Les lobbies, ce ne sont pas des politiciens nécessairement. Les lobbies, ils ne représentent pas des politiciens. Ils représentent des privés. Ils représentent la société civile. Ils représentent des entreprises privées. Fally, lui aussi, il a aussi ses intérêts. On le compare à Maître Gims. C'est une comparaison, c'est un raccordement encore frauduleux parce que Maître Gims, il évolue en Europe. En Europe, ils ont les droits d'auteur. En Europe, ils ont ça. Maître Gims fait ça aussi pour ses intérêts parce que sa base est aussi en Europe. Et sa base ne voudra pas qu'il puisse être utilisé par Macron pour ses propres intérêts en Afrique. Mais si vous êtes dans le cas de Fally, d'abord, Fally a des difficultés pour jouer en Europe, ses concerts en France, en Belgique. Donc, vous avez besoin de Macron dans ce point de vue politique, du point de vue de l'artiste. Et puis, c'est quoi la situation en République démocratique du Congo?
Les artistes n'ont pas de droit d'auteur. C'est-à-dire que toute leur musique, tout ça qu'ils sont en train de jouer, c'est pratiquement gratuit. Vous pouvez jouer la musique de, bon, peut-être pas Fally, mais de beaucoup d'artistes en République démocratique du Congo, sans pourtant être inquiétés par YouTube et toutes ces histoires, parce que les artistes congolais, avec la puissance économique que la culture congolaise représente, ils n'ont pas de droit d'auteur dans tout ça. Ils n'arrivent pas à gagner de l'argent avec toutes ces histoires. Comment vous pouvez penser que Fally n'a pas d'intérêt? En emmenant Macron à Bandal, Fally est en train de montrer deux choses. Non seulement il est en train de montrer ce que Patrick Mbeko est en train de dire, qu'il est important, il peut faire venir Macron en République démocratique du Congo, c'est qu'il joue aussi avec sa base, mais il y a aussi un intérêt politique. Il est en train de dire aux autorités congolaises que Fally est important parce que Fally est en train de côtoyer Macron. Ça veut dire que ça va l'aider maintenant dans l'introduction de certaines lois. Macron peut l'aider à introduire certaines lois ou bien à aider à influencer certaines lois qui vont bénéficier aux artistes africains ou aux artistes congolais, comme les histoires de droits d'auteur et toutes ces histoires. Donc ça donne quand même un certain cachet à Fally où il peut traiter des affaires au niveau politique et il peut aussi traiter des affaires au niveau culturel. Donc l'intérêt de Fally est dans tout ça. Les Africains, on doit vraiment commencer à changer notre façon de voir les choses et savoir que quand il y a un contrat entre deux personnes, les deux parties ont des intérêts. Et les intérêts se crivent maintenant, c'est ça qui est maintenant sanctionné à travers un contrat. Et c'est la même chose que Fally est en train de faire. Ça se fait aux États-Unis. Vous allez voir Beyoncé en train d'être côtoyer les Obama. Jay-Z côtoie toujours les Obama. Vous allez voir Kanye West avec Trump. Il y a toujours ça parce que vous êtes, en tant qu'artiste, vous n'êtes pas là seulement pour chanter. Vous avez aussi des ambitions politiques, pas des ambitions politiques, mais vous avez des intérêts politiques aussi que vous devez pousser en tant qu'artiste. Il est temps que les Africains, et ça m'étonne que ce sont des gens qui viennent de la diaspora qui ne raisonnent pas vraiment de cette façon et pourtant ils remarquent que dans la diaspora où eux-mêmes ils vivent, les artistes et les politiciens sont toujours main à main. Donc c'est quelque chose qui est vraiment clair, c'est pas que Beyoncé, Obama est en train d'utiliser Beyoncé ou bien que Trump est en train d'utiliser Kanye, ce sont des intérêts de deux côtés. Les deux côtés ont des intérêts. Macron est puissant dans la zone africaine, en Afrique, non seulement en République démocratique du Congo, mais il y a des pays comme la Côte d'Ivoire, où Fally va souvent là-bas jouer ses concerts. Quand il arrive là-bas, en tant qu'ami de Macron, ça joue aussi quelque chose d'autre à l'intérieur. Il a des bénéfices il a des intérêts, ça lui donne un cachet même qui est même un peu plus puissant que même les artistes locaux, les artistes locaux qui sont là-bas en Côte d'Ivoire. Et c'est la même chose au Cameroun, au Gabon. Quand tu viens là-bas en tant qu'ami de Macron, ça change un peu des choses dans la façon dont tu es en train de faire le business. Donc, comment vous êtes en train de voir seulement les intérêts de Macron, mais vous ne regardez pas les intérêts de Fally et vous êtes en train de minimiser ça. Donc, c'est cette partie-là que je dis que les Africains doivent quand même, on a du travail à faire. Tout le monde voit les histoires d'un œil politique, mais ils voient ça d'un œil politicienne. Ils ne voient pas ça d'un œil politique, faire de la politique. Il y a de la politique dans la culture, il y a de la politique dans le sport, il y a de la politique dans l'entrepreneuriat. Philippe Simon, aujourd'hui, s'il est approché par Macron pour faire quelque chose au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, il va dire oui. Pourquoi toi tu vas dire non à ça? Tu vas regarder les Africains, les Camerounais, tout ça, et tu vas dire qu'eux, ils n'aiment pas Macron, donc je ne vais pas faire ça. Tu dois regarder tes intérêts à toi. C'est quoi en quoi tu vas bénéficier dans tout ça? Est-ce que ça va permettre à ton entreprise d'évoluer en Europe mieux? Est-ce que tu auras plus de marché en Europe? Est-ce que ça va te permettre un accès à un certain groupe de personnes où tu peux parler à certains entrepreneurs parce que tu as travaillé avec Macron? Est-ce que ça va te donner un certain accès aux pays africains? Ça va te donner une certaine influence en termes d'entrepreneuriat? Ça va peut-être te permettre de rencontrer des gens comme Tony Elemu, whatever his name is, ça va te rencontrer les Dangote, tout ça, tu pourras avoir cette occasion-là parce que tu as travaillé avec Macron. Mais vous êtes en train de carrément déclasser toutes ces histoires et vous dites carrément que
Philippe Simon n'a pas d'intérêt. Il est utilisé par Macron parce que ça. C'est une façon vraiment très simpliste de voir les choses. Et c'est un peu ça le commentaire que je voulais faire sur l'interview ou bien l'émission entre Philippe Simon et Patrick Mbeko. Fally a des intérêts. Fally est là pour ses intérêts aussi. Macron a des intérêts. C'est qui est tout à fait legit. Et vous mettez ça dans un contrat et vous travaillez sur ce contrat. Il y a du mal qui a été fait à personne. Macron, il avait sa Castel pour les entreprises européennes. Il est là au Congo en train de boire. Cette Castel-là, c'est pas que ça vient du frigo. Derrière, là, on l'a donné la Castel. Cette Castel-là, peut-être, il est venu avec ça de l'Europe. C'est seulement, il donne seulement... C'est un jeu, au fait. Comme Patrick Mbeko a dit, c'est du marketing. Ils viennent avec sa Castel de l'Europe, il y a peut-être un service de sécurité derrière qui garde ça. Fally fait semblant de faire un geste comme s'il parle à un serveur ou tout ça. Le serveur est peut-être accompagné par un service de sécurité avec la bouteille. Donc c'est tout un show qui est mis en place pour vendre l'intérêt français. Et il y a aussi l'intérêt de Fally dans tout ça que je suis en train de vous dire. C'est ici maintenant que je vous dis que la place du ministre de la Communication, normalement, ne devait pas être là. Parce que lui, il est dans une position de conflit. Lui, il doit être dans une logique de guerre. Même si tu dois fêter, tu ne dois pas faire des selfies avec Macron à Bandal. C'est là maintenant que ça montre l'irresponsabilité des autorités congolaises. Même s'il était dans cet event, parce que dans ces events-là, il y a des officiels congolaises. Mais si vous êtes au recul et vous laissez Macron faire ce qu'il fait, vous êtes là seulement pour l'accompagner, vous n'apparaissez pas devant les caméras, ça au moins je trouve que c'est logique. Mais quand vous êtes là avec Macron en train de boire à Bandal, avec Fally à côté, et vous êtes dans un pays en guerre, tuer une autorité congolaise, ça c'est quelque chose que vous ne devez pas faire. Ce sont des histoires à éviter. Ce sont des histoires qui montrent que les Congolais et les autorités congolaises ne sont pas sérieuses. What?